Madame, c'est bonjour. Heureux de vous retrouver encore ce matin. C'est la revue des grandes unes et c'est la dernière édition de la semaine. Nous sommes vendredi. C'est un début de week-end, il faut déjà le rappeler. Mais la presse est disponible dans les kiosques avant d'aller en week-end. Procurez-vous des tabloïds pour être au parfum de l'actualité. La nouvelle expression parle par exemple de rebondissement. Konak, Congelcam accuse. C'est le grand titre du journal. L'objectif bien compris donc de la Konak est de vouloir nous accabler inutilement. Soutient donc le célèbre patron de la distribution des produits halieutiques dans une interview exclusive donc accordée à la nouvelle expression de la page 8 à la page 9, disponible dans les kiosques ce matin. Le journal parle également de l'alternance politique. Kabila et Tshisekedi honorent l'Afrique. Félix Tshisekedi a été donc officiellement investi président de la République démocratique du Congo. C'est en page 5 de ce journal qui s'intéresse également à la crise anglophone. Les sécessionnistes convoitent l'Adamawa à Magba dans le Noun et en Bankim, donc dans l'Adamawa. La hantise des Ambaboy gagne bien entendu la population, c'est en page 3, et d'autres informations que je vous invite à lire ce matin dans le journal La Nouvelle Expression. Le quotidien Le Messager parle de Douala, affrontement au marché Mbopi. Que se passe-t-il de ce côté? Le journal fait savoir qu'à l'origine, l'interruption donc par les gros bras des travaux de l'Assemblée générale de l'Association des commerçants dynamiques du marché Mbopi, pourtant dûment déclaré auprès du sous-préfet de Douala, et qui a donc marqué son accord. C'est en page 4. Le journal parle également de Sylvestre Ngouchingué. Le rapport de la CONAC est un tissu d'affabulation. Entretien en bâton rompu avec le président directeur général de Congelcam en réaction au récent rapport de la Commission nationale anticorruption. C'est à lire de la page 2 à la page 3 du journal Le Messager de ce jour. Et puis l'Œil du Sahel parle également donc de cet entretien avec les confidences de l'ancien chauffeur de Paul Biya et Aïdjo, à lire dans le journal en page 5 de l'Œil du Sahel. Le même journal s'intéresse également à l'enquête qui a été menée par le reporter. Bataille de factions à l'Ordre national des pharmaciens. C'est en page 4 de ce numéro aussi qui parle d'une localité Mangirda, donc dans le Septentrion. 3 morts dans une attaque armée en page 3 du journal Les du Sahel, qui a également d'autres informations que je vous invite à lire. Le quotidien Le Jour ce matin s'intéresse donc parle du trésor public. Où est passé l'argent des lycées? C'est une question que se pose notamment ce journal ce matin. Plusieurs établissements scolaires d'enseignement secondaire attendent encore le décaissement des fonds. C'est ce que dit le journal en page 4 avec d'autres informations aussi. Le même journal parle aussi de Sylvestre Ngouchingué. Le rapport de la CONAC est un tissu d'affabulation contre notre entreprise. C'est ce que dit également le numéro disponible dans les kiosques ce matin. Un autre journal, c'est bien entendu Émergence, le quotidien privé bilingue qui parle du franc CFA. La France peut-elle lâcher du lest après les critiques de l'Italie? C'est une question, mais 10 experts s'affrontent également sur cette question dans le numéro disponible dans les kiosques ce matin, avec également d'autres informations. Ngandéré, Toboro, 25 morts dans un accident de la circulation, ça a découvert dans le même journal Émergence, disponible dans les kiosques ce matin. Mutation, on parle de Yaoundé avec le duel Tchila et Kamto. Que se passe-t-il? Il y a un qui organise en tout cas des marches à Yaoundé et le préfet lui l'estime. Il s'agit bien entendu de Kamto, Maurice Kamto le professeur, et le préfet estime que ce n'est pas une action à tout au moins à suivre, selon bien sûr ces derniers qui invitent les populations à ne pas s'intéresser aux actions menées par Maurice Kamto. À lire dans le journal Mutation, c'est tout un dossier et d'autres informations que je vous invite à lire aussi dans le même journal. Le quotidien de l'économie pour sa part parle donc de contentieux. Un importateur de sucre réclame plus de 5 milliards de francs CFA à l'État. Donc cette indemnisation représente bien entendu les dommages subis par l'importateur en question, l'opérateur économique. Ça a découvert dans le journal Le quotidien de l'économie qui a également d'autres informations aussi. Le financier d'Afrique parle donc de la France-Afrique avec l'Italie qui dénonce l'ingérence de la France sur le franc CFA, à découvrir dans le dossier, et également les dessous même de l'allègement de la dette du Cameroun par la Chine, à découvrir aussi dans le même journal, disponible dans les kiosques. Cameroun Tribune pour sa part s'intéresse à la réalisation des projets. Trop de blocages, c'est ce que dit le numéro de ce matin, des chantiers qui ont été engagés, qui ne sont pas achevés. Et pour quelles raisons? Les raisons sont donc évoquées dans le dossier proposé par Cameroun Tribune, disponible dans les kiosques ce matin. Nous sommes vendredi. Sur ce plateau, nos invités sont déjà confortablement installés.
Kaminele, bonjour. Flavien Valonongo, bonjour. Bonjour Georges Semé. Bonjour téléspectateurs d'Equinox Télévision. Vous me permettrez d'avoir une pensée particulière ce matin pour Madame Foning, Françoise Foning, que vous avez connue, ce mastodonte de la politique et cette énorme femme d'affaires qui a disparu le 23 janvier 2015, ça fait déjà 4 ans. Et bien, son fils, Salomon Tsobni, a organisé une messe d'action de grâce dans une église du côté de New Daido il y a 3 jours, très très couru. Mais curieusement, je n'ai pas vu la presse parler beaucoup de cette dame qui était à la une de tous les journaux à tout moment, tant sur le plan politique qu'économique. De toute façon... Une nouvelle expression a fait un clin d'œil à Françoise Foning. Un clin d'œil. Parcouru le journal, il y a tout un article sur... C'est un rappel de mémoire. Un rappel de mémoire. Mais vous savez que la place de Madame Foning, c'était toujours la une, la grande une. Elle avait toujours occupé les unes de tous les journaux. Donc son fils a organisé une cérémonie de souvenir qui était très très courue. Très bien. Et particulièrement pour cette dame que j'ai connue, je souhaite que la terre de Tchang lui soit lisière. Très bien, merci pour ce rappel également, mais qui est contenu aussi dans le journal La Nouvelle Expression. Bonjour Georges Semé, bienvenue. Merci, bonjour M. Ndongo. Vous êtes en guérilla marketing? Bien sûr, c'est la tradition. Voilà. Le dernier vendredi du mois. Voilà, bonjour au doyen, bonjour aux sympathiques téléspectateurs. Et, je vais emboîter le pas au doyen qui vient de rendre un hommage assez appuyé à Mme Foning. J'emboîte dans ce pas pour rendre hommage également à cette grande dame. D'abord parce qu'elle a été une des chevilles ouvrières du monde des affaires du Cameroun. Elle était présidente de quelques groupes regroupant des femmes d'affaires au Cameroun. Mais également, c'était une grande femme politique qui avait son mot à dire tant sur la scène politique dans la région du littoral que tout le Cameroun. Tout le Cameroun tout entier. Et je pense que si Mme Foning avait été là lors de cette élection présidentielle qui a vu le RDPC complètement à la débâcle dans le littoral, je crois que si elle avait été là, les résultats qui ont été enregistrés n'auraient pas été certainement on voit bien, on reconnaît son engagement politique et bien entendu son activisme aussi sur ce plan avec des actions qui ont été menées par elle. Alors, la presse de ce matin s'intéresse à plusieurs autres sujets aussi que je vous invite à commenter. Il s'agit bien entendu de l'alternance politique, la nouvelle expression qui parle donc de Kabila et Tshisekedi qui honore l'Afrique. On a bien vu, pour ceux qui ont regardé également les chaînes et suivre également en direct cette prestation de serment. Alternance politique Kabila et Tshisekedi honore l'Afrique. Je salue l'excellent travail qui a été fourni par nos confrères de la nouvelle expression, mais je pense que sur-titrer alternance politique et que Kabila et Tshisekedi sont au nord de l'Afrique, je suis un peu circonspect là-dessus. Parce que lorsqu'on regarde cette alternance de façon plus profonde, et on la compare par exemple avec celle qui a eu lieu au Sénégal, au Mali ou en Guinée par exemple, il ne s'agit pas du tout d'une alternance dans le sens propre du terme. Il s'agit plutôt d'un arrangement politique entre deux formations politiques ou alors deux hommes politiques contre nature qui a donné à ce qu'aujourd'hui M. Tshisekedi remplace à la soviétique Monsieur Kabila. Donc il ne s'agit pas d'une alternance proprement dite. Mais si on dit que ces deux hommes honorent l'Afrique, sur le fait que Kabila ait refusé le financement extérieur pour organiser ces élections-là, ils honorent effectivement l'Afrique. Mais parlant d'alternance, non, je ne pense pas. On se souvient que M. Kabila a établi un faisceau d'éléments pour arriver aujourd'hui à ce résultat en balisant le terrain en sa faveur. D'abord, il y a cette histoire de 10 millions de cartes d'électeurs qui n'avaient pas de signature et qui étaient revendiquées par l'opposition. Il y a eu cet épisode de la machine à voter qui a été complètement rejeté par la classe de l'opposition tout entière, mais Tshisekedi avec, mais qui à un certain moment est revenu en faveur de cette machine à voter. Il y a eu l'épisode de Genève où l'opposition s'est entendue sur un accord où Tshisekedi a participé. Il a signé le document, mais lorsqu'il est rentré à Kinshasa, il est revenu avec un argument selon lequel sa base n'a pas voulu n'a pas donné son quitus pour qu'il rejoigne cette coalition. Et il y a également le fait qu'il se soit attaché les services de Vital Kamerhe, qui est un compagnon de lutte, qui a été directeur de campagne de M. Kabila en 2006. Et tous ces éléments font que on ne saurait parler d'une alternance originelle telle qu'on l'a vu au Sénégal, en Guinée et tout récemment encore à Madagascar. Il s'agit d'un arrangement politique. Sans doute dans le cadre du processus qui a été mené. Il y a eu un arrangement politique qui n'est pas une alternance. Il y a eu une alternance de façade. Mais il faut rappeler quand même aux gens que c'était le moins de mal. C'était le moins de mal. On a vu à une certaine époque Ramazani Chadari,
qui a été présenté comme la figure de proue du Front commun pour le Congo, le clan de Kabila, mais c'est plutôt Tshisekedi qui a été mis en pole position et qui est aujourd'hui président de la République. Et selon les dernières informations que nous avons eues à l'entrée, avant qu'on entre dans ce studio, qui ont été publiées par l'agence France Presse, il y a effectivement eu un accord de gouvernement et un accord politique qui a été signé entre Kabila et Tshisekedi pour le partage de ce pouvoir. Donc on ne saurait pas parler d'une alternance dans le sens originel du terme. En tout cas, ce sont des stratégies politiques qui marchent parfois. Voilà. Donc, par contre, ils sont tout à fait honorable lorsque on voit le fait que M. Kabila ait refusé les financements extérieurs pour organiser cette élection. Voilà ce que je peux dire sur... Alors, ces deux hommes au nord de l'Afrique, Camille Nélé, puisque la nouvelle expression nous apprend que Kabila est Tshisekedi au nord de l'Afrique, après celui qui est désormais le président de la République démocratique du Congo. Je souscris entièrement à la démarche intellectuelle de Georges Sémé qui me démontre chaque jour un peu plus qu'il est un journaliste froid et qui ne se laisse pas facilement entraîner dans les courants, parce que un peu partout la presse ne parle que de Kabila et de la tendance réunie, le premier président depuis 60 ans. Non, c'est des histoires. Regardez bien comment cette histoire s'est passée. Kabila n'était pas disposé à sortir et il n'est toujours pas disposé à sortir. Tshisekedi a beau être le président de la République, mais ce sera un pantin, parce qu'au niveau de l'Assemblée nationale, les députés de la formation de Kabila seront majoritaires. Pareil comme au Sénat. Et ne soyez pas surpris de voir M. Kabila se retrouver président du Sénat. Alors, quelle sera la marge de manœuvre de Tshisekedi? Parce que les gens sont en train de se masturber intellectuellement en s'imaginant que non, Kabila a laissé un processus de succession se faire. Non, c'est du pipeau. M. Kabila a laissé M. Tshisekedi devant. Il y a eu un accord effectivement entre les deux hommes, entre leur formation, et on sait très bien que c'est Kabila qui va continuer à gérer le Zaïre en back-office. Donc pour ceux qui connaissent et pour ceux qui ont lu entre les lignes cette histoire-là, on voit que c'est un énorme marché de dupes. Mais Kabila n'a rien inventé du tout. Il s'est tourné juste pour regarder ce que Poutine a fait en Russie. Et c'est la même chose qu'il est en train de vouloir rééditer en Afrique, mais en mettant la vaseline. Il n'y a pas été brutalement. Lui, il a mis la vaseline et on ne le voit pas venir, mais d'ici 1 an, 2 ans, vous allez voir comment l'emprise de Kabila, comment Kabila va effectivement l'homme qui tiendra les manettes en RD Congo. Donc, au nord de l'Afrique, oui, on veut bien, parce qu'il n'y a pas de coup de feu, il n'y a pas eu d'insurrection, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de ceci. Alors, pas d'action, pas d'intérêt, on peut comprendre également, même si il y a une mainmise de Kabila dans tout ce qui est fait par Tshisekedi aujourd'hui, c'est politique de toute façon. On va comprendre. Pourquoi ne s'efface-t-il donc pas? Contrairement complètement pour laisser le Congo continuer avec une autre génération. Il est aux affaires depuis plus d'une quinzaine d'années. Il aurait très bien pu partir. Mais pourquoi il ne part pas? Pourquoi sa formation reste toujours majoritaire à l'Assemblée? Pourquoi entre-t-il au Sénat alors qu'il a tout... Non, c'est-à-dire que Kabila est sorti trop facilement pour qu'on ne le soupçonne pas de manœuvres politiciennes beaucoup plus rouées. Très bien. En tout cas, la nouvelle expression propose tout un article parlant donc d'alternance politique. Kabila et Tshisekedi, qui honore l'Afrique. C'est en page 5 de ce journal. Le même journal parle aussi de la crise anglophone avec les sécessionnistes qui convoitent la Damawa. On parle bien de 2 localités, Magba dans le Noun et bien entendu Bankim dans la Damawa aujourd'hui avec la hantise des Zamba Boy qui gagnent de plus en plus l'espace et les populations qui meurent d'inquiétude. Les sécessionnistes convoiter la Damawa, non, moi je ne pense pas, c'est un peu excessif. Insécurité entre le Noun et la Damawa, oui, certainement. Mais vous savez très bien que les sécessionnistes ont leur aire. Qu'ils veulent occuper, leur pays qu'ils veulent faire. Ils ne peuvent pas se dire que, bon, après avoir voulu prendre le sud-ouest et le nord-ouest, ils vont aussi étendre leur territoire, comme on l'a lu dans cet article, au niveau de la Damawa et même dans le centre sud. Non, c'est des histoires, c'est un peu des fantasmes. Mais ce qui est vrai, c'est que, effectivement, cette insécurité qui est latente, les gens vivent la peur au ventre. On a assisté à des kidnappings, à des agressions et même à quelques petits coups de feu qu'on a entendus. Mais toujours est-il que cette zone frontalière avec le nord-ouest est une zone qui n'est pas sûre du tout. Surtout qu'il y a beaucoup de populations du côté du nord-ouest qui ont traversé le côté pour se retrouver à Magba. Donc convoiter le nord-ouest, non, je ne pense pas. Il y a plutôt l'insécurité et surtout le gonflement des populations qui sont parties s'installer du côté de Magba. Très bien. C'est le journal qui évoque ce cas de toute façon ce matin, même si on peut quand même observer qu'en dehors des régions anglophones, ces sécessionnistes essaient également de progresser dans d'autres régions aussi de façon insipide.
Bien sûr, vous faites bien de le relever parce que il y a eu plusieurs attaques qui ont été effectuées hors de la zone nord-ouest et sud-est, dans le littoral même, parce qu'ils ont attaqué vers le Mungo, il y a en fin 2018, mais ils ont également porté quelques attaques du côté de l'ouest, non vers la Menoie, mais tout récemment vers le Noun. Donc, de plus en plus, on exporte ce séparatisme hors des régions originelles anglophones. Mais il faut quand même relever que leur combat reste le même, celui de quitter la République du Cameroun, comme ils le disent. Donc, créer une séparation entre le Cameroun, avec le Cameroun francophone. Leur objectif n'est pas encore de grignoter une partie du Cameroun francophone. Pas encore. Avec le sud du nord-ouest. Les excursions, les incursions qu'on voit de temps en temps, ce sont plutôt des incursions criminelles qui n'ont absolument rien à voir avec leurs objectifs de séparation. Mais on devrait quand même s'inquiéter parce que il y a des gens qui meurent, il y a des politiques de la terre brûlée qui sont faites lorsqu'ils atteignent, lorsqu'ils arrivent dans un territoire, donc on devrait s'inquiéter. Mais de là à dire que les sétonistes convoitent la Damawa, non, c'est un peu grossi, c'est comme s'ils voudraient désormais s'arroger le territoire, l'espace de la Damawa, même si on reconnaît quand même qu'ils sortent de leur base originelle pour aller commettre des crimes et des exactions dans d'autres régions, comme ça a été le cas au littoral et à l'ouest. Est-ce que ça reste dans la même logique? Ce ne sont pas des groupes, des petits bandits, un peu comme on l'a souvent relevé sur ce plateau, c'est ce que j'ai toujours pensé, Flavien Vallon-Ndongo. Je le dis depuis plusieurs mois, depuis plus d'un an, c'est que quand on entend des coups de feu ou des attaques quelque part, et que les journalistes parlent immédiatement de sécessionnistes, moi je pense que c'est exagéré. Dans ce conflit qui empoisonne le Cameroun depuis plus de 2 ans maintenant, en fait, se sont greffés des éléments de grands bandits. C'est du grand banditisme. Il y a le grand banditisme qui est venu s'ajouter à la crise sécessionniste. Et dans le sud-est et nord-ouest. Il y a le grand banditisme qui fait rage dans la Damawa et une partie de l'extrême nord. Le grand banditisme qui est aussi venu s'intensifier du côté de l'extrême nord. Parce qu'il ne faudra pas que quand quelques 3 ou 4 éléments attaquent un village, comme ça a été le cas il y a 2 jours, où 4 individus sont arrivés dans un village, ils ont braqué tout le monde, ils ont fouillé tout le monde, pendant qu'un était en train de chercher à voler la voiture, les autres ont été surpris par une réaction, on en a arrêté 2, sont enfuis, on dit que Boko Haram a attaqué. Non, c'est pas Boko Haram. Tout le monde connaît le modus operandi de Boko Haram. Boko Haram envoie quelqu'un qui arrive avec une bombe, il s'explose, tout le monde meurt, c'est tout. Mais quand des éléments armés arrivent dans un village, braquent tout le monde, prennent des bœufs, des veaux, des chèvres et de l'argent, ce n'est plus Boko Haram. C'est pour cela que aussi bien les forces de sécurité que ceux qui sont chargés de l'analyse et de la gestion de toutes ces crises au Cameroun devraient apprendre à faire le distinguo et à ne pas être embrouillés par des attaques qui viennent de gauche à droite et ne pas attraper le tournis, parce qu'en réalité, il faut savoir faire le distinguo entre les attaques des grands bandits et les attaques soit des sécessionnistes, soit de Boko Haram. Et moi, je pense que c'est très très important. Et d'ailleurs, l'une des meilleures preuves, c'est que du côté de la Damawa aujourd'hui, du côté de Niambaka, les élites se sont réunies, ont organisé des comités de vigilance, et parce qu'ils savent très bien que ce n'est pas une menace de Boko Haram, ce n'est pas une menace, ce sont des grands bandits qui viennent de Centrafrique et d'un peu partout pour venir justement s'exprimer dans la Damawa, où le kidnapping et la terreur des populations est leur sport favori. Très bien. Alors, parlons donc de la crise anglophone avec les sécessionnistes qui convoitent la Damawa. C'est un article à lire en page 3 du journal La Nouvelle Expression de ce matin. Le journal Mutation parle donc de Yaoundé avec le gel, Tila, Kamto qui annonce ces manifestations. Le préfet, lui, il estime qu'on ne doit pas, en tout cas que les populations ne doivent pas s'intéresser à ces activités. C'est le moins auquel on aurait pu s'attendre de la part de M. Jean-Claude Tila, qui est, comme vous l'avez dit, le préfet du Fundi. Il est le garant de l'ordre public dans cette circonscription. Et il voit d'un mauvais œil que M. Kamto projette d'effectuer une marche, même si le régime des manifestations au Cameroun est déclaratif. Et les autorités n'ont qu'à accompagner cette marche. Mais de plus en plus, on se rend compte qu'on utilise les pouvoirs exorbitants de maintien de l'ordre public pour museler des actions publiques ou alors des actions civiles qui sont effectuées soit par des associations civiles ou alors par des partis politiques. Donc, il y a donc cette superposition ou alors ce regard en chaîne de faïence entre ces deux personnalités,
le préfet qui est garant de l'ordre public et M. Kamto, le professeur Kamto, qui est un chef d'une formation politique qui envisage effectuer une marche de protestation, non seulement contre ce qu'il appelle le hold-up électoral, mais également pour revendiquer que toute la lumière soit faite sur les fonds qui ont été engagés dans le cadre de l'organisation foireuse de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, il y a donc cette superposition qui jette certainement un trouble dans l'esprit de l'observateur ou alors du Camerounais lambda, parce que quand on regarde le régime d'autorisation des manifestations dans notre pays, M. Kamto a tout à fait le droit d'aller effectuer cette marche, même s'il y a un peu un subterfuge politique qui vient introduit dans le deuxième motif de cette marche. Donc il y a ce flou entre ce droit de M. Kamto d'effectuer la marche, mais ce pouvoir extrêmement puissant que détient une autorité régalienne garante de l'ordre public pour interdire ou alors permettre qu'une marche se déroule. Donc, certainement, cette marche sera interdite. Dans la journée, certainement, il y aura un arrêté du préfet du Fondi qui va interdire cette marche. Mais connaissant la ténacité de M. Kamto, il ira certainement battre le pavé sous le nez et la barbe de M. Tila. Et bien évidemment, on connaît le rituel. Les forces de l'ordre vont sortir, il y aura quelques arrestations. M. Kamto sera certainement reconduit avec quelques militants chez lui et basta. Mais il faut qu'on ait une clarté sur les droits des manifestants et sur le pouvoir que détiennent certaines autorités pour interdire ou pas une manifestation. Alors, c'est un duel, comme titre le journal Mutation, duel Tila, Kamto. Ce n'est pas un duel. Je ne pense pas que Georges Sémé ait absolument raison en opposant le droit de M. Kamto de marcher et le devoir de M. Tila de l'empêcher de troubler l'ordre public. C'est l'omutation. Non, moi je pense que aucun préfet, aucun sous-préfet n'acceptera que 5 mois après l'élection, un candidat se mette encore à battre le pavé en disant qu'il faut aller recompter les voix, moi c'est moi qui ai gagné. Non, et où à Yaoundé, moi soyons sérieux. Et en quoi ça fait mal? Non, ça fait désordre. On a déjà dépassé l'élection, il faut qu'on passe à autre chose. Si le MRC veut exister à travers une manifestation, on va parler du MRC, on va voir des militants bousculés par la police, bon, c'est peut-être un moyen d'exister, mais moi je pense que le deuxième prétexte, à savoir... Alors vous estimez que les Camerounais ont oublié quand même la déculottée de la glissade de la CAN? Non, l'élection est loin derrière, mais par contre, il aurait été intéressant que le MRC, effectivement, demande des comptes pour le glissement, ce glissement de date, qui en réalité n'en est pas un, qui disent que comment peut-on parler de glissement alors qu'il y a des... Pourquoi est-ce qu'on n'a pas ouvert une enquête? Pourquoi les responsables n'ont même pas été entendus sur des procès-verbaux? Là, moi j'aurais été d'accord avec le MRC, mais si le MRC veut en même temps accoler dans sa marche et le recomptage des voix et la victoire volée, et maintenant le glissement de la date, moi je pense que ça fait un peu désordre, ça fait un peu boulimique. Donc il sait très bien que en annonçant une marche, elle sera interdite. Il sait très bien que, bien entendu, la police va être mobilisée, ça va attirer l'attention des populations, ça va faire courir le journaliste, et bon, ça va attirer le buzz sur lui. Mais moi, je pense que au niveau du recomptage des voix, moi, je pense qu'il faut qu'il réfléchisse à autre chose, qu'il mette ça d'abord sous le boisseau, et qu'il se prépare plutôt pour les élections législatives et municipales qui arrivent, et pour lesquelles il aura vraiment besoin de beaucoup plus d'énergie. Son énergie, il ne peut pas la mettre toujours sur le macadam en demandant le comptage des voix. Et c'est très bien qu'en Afrique, on n'a jamais recompté les voix nulle part. Même l'Union africaine qui a voulu demander le comptage des voix en RDC, on a vu ce qui s'est passé. Donc moi, je pense que M. Kamto, s'il décide de marcher à Yaoundé, c'est un activisme politique qui peut peut-être s'expliquer, mais moi je pense que il a mieux à faire, à chercher. En tout cas, il a donné à préparer. Il a donné les raisons pour lesquelles il marche. Oui, les raisons pour lesquelles il marche, c'est en rapport avec la CAN, mais également il a introduit cet aspect politique sur le recomptage des voix. Le hold-up électoral et le recomptage des voix. Je crois que c'est assez malin de sa part. Et je doute fort qu'il ne soit suivi par les Camerounais qui trouvent bien évidemment que ce n'est plus opportun de revendiquer quelque chose dont les résultats sont déjà fermes. Mais sur l'aspect CAN, je crois qu'il a tout à fait le droit, comme l'a fait M. Ninche il y a quelques jours, il a tout à fait le droit de demander des comptes à l'État. Il pouvait le faire par plusieurs manières, soit par organiser une conférence de presse, soit en passant par les réseaux sociaux comme il a l'habitude de faire, ou alors soit par la marche. Il a choisi plutôt de le faire par la marche. Mais ce que je voulais dire au doyen, c'est que M. Kamto a tout à fait le droit de marcher. Mais Tila, en tant que autorité régalienne de l'ordre public, a également le droit d'interdire. Il a le devoir. Il a le devoir et il a le droit
d'interdire, d'apprécier la menace à l'ordre public et d'interdire cette manifestation. Donc, c'est pour ça que je parlais de ce flou qui existe entre les deux intentions de ces personnes. Alors, d'où le titre de l'observateur, le duel. Voilà, le duel, voilà. Et l'observateur lambda est entre deux feux et s'interroge sur le pourquoi de la réaction du préfet et sur les réelles intentions de M. Kamto qui certainement se verra accorder une fin de non-recevoir, si vous voulez, une interdiction face à ce qu'il envisage de faire demain. Alors, ces mutations qui titrent ainsi donc le duel Tila Kamto a découvert dans ce numéro. Ce matin, c'est tout un dossier, mais seulement un journal, pas comme les autres. On a rarement vu des sujets comme celui-ci dans Cameroun Tribune qui parle de réalisation des projets, trop de blocages. On voit bien qu'on parle donc de ces chantiers qui sont en cours, qui n'évoluent pas. Pourtant, il est question de respecter les délais, un peu comme si la CAN allait être organisée véritablement au Cameroun. Mais ce n'est pas seulement les chantiers de la CAN. Il y a des chantiers, tous ces chantiers et des grandes réalisations dont on parle, qui n'ont jamais été réalisés ou bien qui tardent à être réalisés. Je pense que Cameroun Tribune a peut-être ouvert, soulevé un pan du gros dossier, un pan de ce mystère, de ces chantiers qu'on ouvre, dont on inaugure les premières pierres qui commencent à marcher et qui s'arrêtent ou alors qui sont bloquées d'une manière ou d'une autre. Je suppose qu'il est certainement arrivé jusqu'au problème du stade Paul Biya d'Olembe, où aujourd'hui, vous le savez très bien, depuis quelques jours, les ouvriers sont en grève parce qu'ils ne sont pas payés. Donc, si Cameroun Tribune choisit aujourd'hui, et comme vous l'avez dit, de toucher à un sujet sensible qui n'entre pas dans son registre, parce que Cameroun Tribune, comme on l'a dit hier, est seulement là pour les trains qui arrivent, pour les chiens qui mordent les gens, mais pas pour les gens qui mordent les chiens. Donc, s'ils parlent aujourd'hui des chantiers, s'ils parlent des blocages, il faudrait bien qu'ils soient objectifs et qu'ils disent en quoi il y a des blocages dans l'exécution des marchés. Mais c'est un dossier intéressant qui mériterait effectivement le détour. On parle des faux et lenteurs et des goulots d'étranglement qui plombent la conduite même, la conduite harmonieuse des projets sur le terrain. On parle également des infrastructures qui sont également abandonnées. Donc tout cela, c'est quand même l'argent du contribuable qui est géré, qui est consommé à ce niveau. Mais les chantiers qui ne sont pas aussi, qui n'arrivent pas à terme. Ok, d'abord sur la forme, je vais dire que nous sommes très contents personnellement. Pour moi qui suis en journaliste de la presse privée, je suis très content de voir que Cameroun Tribune épouse un peu la titraille de ce que nous, à la presse privée, nous avons souvent l'habitude de faire. C'est bien, mais c'est très malin parce que là, il se cache derrière le discours du président de la République lors du dernier conseil des ministres, où il a dit effectivement qu'il fallait que le gouvernement se penche davantage sur l'étude de faisabilité des projets. Il a instruit une relance ou alors une redynamisation de certains projets, notamment le plan d'urgence triennal pour l'accélération de la croissance. Donc, nos confrères se sont cachés derrière ça pour effectuer cette sortie. Mais c'est bien pour leur ligne éditoriale. Ça mitige un peu du train-train pro-gouvernemental dont on a eu droit. Mais lorsque je lis votre chapeau, on ressort plutôt l'état des prestataires de services. Des prestataires de services, en oubliant que la poire devrait être coupée en deux entre ces prestataires qui ne sont pas parfois suffisamment aguerris ou alors qui n'ont pas une surface financière ou technique assez pointue pour mener à bien certains projets, mais également à l'endroit du gouvernement. Et je crois qu'il y a un an et demi, le président de la République... Trop de péage. Voilà, il y a trop de péage et on ne paye pas suffisamment les décomptes, il y a des lourdeurs administratives et il y a bien évidemment la corruption. Et ça, c'est à mettre sur le dos du gouvernement et de ses fonctionnaires. Donc nos confrères de Cameroun Tribune ont bien fait de soulever ça, mais il fallait qu'ils disent aux gens, aux Camerounais, que également le gouvernement a sa part de responsabilité dans ces blocages. Et je pense même que eux, ils ont même la part du lion des blocages dans l'évolution des chantiers. Trop de blocages, en tout cas, on parle de réalisation de ces projets. C'est Cameroun Tribune qui titre ainsi ce matin. Alors, autre sujet qui fait également le tour de la presse, Émergence parle notamment du franc CFA avec la France. Une question, la France peut-elle lâcher du lest après les critiques de l'Italie, même si 10 experts s'affrontent sur cette question? Vous également, sur ce plateau, vous affrontez aussi? Non, moi je ne suis pas un expert en question monétaire, mais vous savez, c'est avec cette sortie de ce député italien qui a accusé nommément la France d'être responsable du sort tragique des transfuges qui viennent d'Afrique et surtout d'Afrique noire à cause du franc CFA, à cause de la France qui ne fait que
s'abreuver de la misère de l'Afrique. Moi, je pense qu'après cela, plus que jamais, la problématique de la sortie du franc CFA est à l'ordre du jour. Il est vrai qu'il y a certains hommes politiques qui en parlent de façon régulière. On a même vu le président Idriss Déby du Tchad demander ouvertement à ses pairs qu'on s'organise pour sortir de ce franc CFA. Et quand on sait comment ce franc CFA roule contre les intérêts de l'Afrique, quand on sait que 50% de la masse monétaire africaine constitue ce qu'on appelle le fameux compte des opérations qui permet à la France d'avoir une extraordinaire masse monétaire à son service. Moi, je pense que plus que jamais, les Africains ont le devoir de réfléchir et de d'adopter une politique décisive pour la sortie du franc et la création d'une monnaie. Le Nigeria a sa propre monnaie depuis une quarantaine d'années. C'est une monnaie faible, mais c'est le pays le plus prospère d'Afrique. La Chine elle-même, avec son yuan, qui est une monnaie faible, mais c'est la première puissance mondiale. Donc on ne s'imagine pas que parce qu'on est aligné derrière le dollar ou derrière l'euro, qu'on peut avoir une économie forte. Non, moi je pense que plus que jamais, surtout nous en Afrique centrale, nous qui dépendons du franc, devons tout faire pour trouver une solution pour sortir de cette dépendance. Alors, Émergence parle de ce sujet, et même le financier d'Afrique, l'Italie dénonce l'ingérence de la France sur le franc CFA. Ça, c'est le financier d'Afrique qui évoque également le sujet. Nous n'avons plus assez de temps. Vous savez bien que nous sommes vendredi et qu'il faut respecter le vendredi soif également. Donc, merci, nous sommes arrivés à la fin. Nous allons laisser le son au lecteur d'aller découvrir ce que la presse a fait comme traitement de ces différents sujets. Je vous souhaite déjà de passer un très bon week-end. Merci. Et surtout sans excès, de rien. Bien entendu. Et voilà. À vous donc. Retrouvons-nous lundi. Il sera 9h20 pour la première édition de la Revue des Grandes Unes de la semaine. Bon week-end.